À tous. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'être présents aujourd'hui avec nous dans le cadre de notre projet citoyen. Donc, notre projet citoyen s'appelle Ensemble pour la rue et nous allons traiter du sans-abrisme, donc de l'ODD numéro 1 sur la pauvreté. Donc, tout d'abord, nous tenons à remercier nos intervenants qui nous font l'honneur d'être parmi nous. Donc, tout d'abord, Monsieur Saïd Dazaz qui vous parlera un petit peu de votre histoire. Monsieur Charles Kuberski, éducateur de rue pour le centre SPC. Et ensuite, nous parlerons un petit peu avec Monsieur Jean Peters, qui est le président de la Fondation des Sans-Abri de Belgique. Malheureusement, il a eu un petit souci avec la SNCB. Et donc, nous venons d'apprendre qu'on va devoir l'appeler par WhatsApp. Donc nous allons commencer avec M. Charles Kuberski qui va nous parler de son travail et aussi un petit peu du sans-abrisme. Merci beaucoup. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc merci effectivement pour l'invitation. Au niveau du boulot, donc je vais vous présenter un peu mon secteur, ce qu'on fait au quotidien. Au niveau de notre travail, du coup effectivement je travaille, donc c'est pas un centre, je travaille pour la ville, donc c'est le service donc, de prévention citoyenne, le SPC. Donc on est situé rue Saint-Pierre. Au niveau du coup de notre service, à savoir qu'il y a effectivement, vu que c'est un service communal, on travaille pour la ville, il y a quand même un point positif effectivement où ce qui est intéressant dans ce service-là, c'est que effectivement, étant donné que c'est un service communal, il y a une richesse avec le réseau interne, avec les différents services communaux, les différents professionnels qui travaillent, la sécurité, par rapport au niveau du cadre qu'il y a, les règles, donc tout ça. Et au niveau du coup, par contre, au niveau du point négatif, ce que beaucoup de personnes ne savent pas nécessairement, c'est que effectivement, parce que on entend souvent des critiques par rapport à la ville, par rapport, elle ne fait pas ci ou ça, etc. Mais c'est vrai que souvent, les démarches sont longues et il y a beaucoup, effectivement, des fois. Des contraintes dont les personnes, les citoyens, etc. ne savent pas nécessairement. Et donc voilà. Mais donc ça c'est un point intéressant quand même à savoir. Donc voilà. Au niveau du coup de notre travail, nous sommes une petite équipe. Donc on est composé de 5. Nous avons une responsable, une assistante sociale, donc qui travaille à mi-temps au niveau du projet rue. Et puis nous avons du coup une collègue éducatrice aussi qui travaille en mi-temps, et nous sommes 2 éducateurs temps plein. À savoir que effectivement au niveau de notre projet rue, nous sommes subsidiés donc par le SPF intérieur et notre mission principale du coup c'est donc le travail autour de la réduction des risques. Souvent on confond effectivement prévention et réduction des risques. La prévention, effectivement, la personne ne touche pas nécessairement à tout ce qui est consommation, alcool, cannabis, cocaïne, etc. Mais par contre, la réduction des risques, en fait, la personne est déjà dedans. Et donc, nous, on travaille par rapport justement à la distribution de matériel, donc des pipes, des stérifix, des seringues, etc. Et donc, effectivement, nous veillons à distribuer donc du matériel stérile afin d'éviter tout ce qui est transmission d'hépatite, maladies infectieuses, etc. Donc, nous veillons à tout ça. Et donc voilà. Au niveau de notre journée, notre quotidien, au niveau de notre travail, nos journées sont divisées essentiellement en 2 parties. Donc, nous avons un système de permanence qui se déroule le matin. Donc, effectivement, j'ai fait passer tout à l'heure, du coup, en arrivant, un petit réseau que vous allez pouvoir faire circuler entre vous. Dessus, vous allez pouvoir voir effectivement nos horaires, donc les heures de permanence durant lesquelles les personnes peuvent venir à nos bureaux pour faire les démarches administratives, etc. Mais aussi les autres services du réseau, donc l'accueil de jour, Bras Zéro, Citadelle et les autres institutions qui sont situées au niveau de la ville. Donc effectivement, au niveau de cette matinée, je reviens donc au niveau de la permanence le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Donc nous avons nos permanences de 9h30 à 11h30. Le mercredi, nous sommes fermés parce que c'est notre temps de réunion. Et donc effectivement, les personnes peuvent venir. Donc en l'occurrence, elles rentrent il y a une petite cour au niveau du bâtiment. Donc ces personnes seront accueillies par un gardien de la baie qui est là effectivement pour gérer s'il y a quelques tensions ou si effectivement s'il y a quelques questions à lui poser, faire un premier lien. Et puis nous avons un petit espace accueil où les personnes dans ce cas-là viennent
ma collègue, ou mon collègue qui est présent du coup à cet espace vient filtrer la demande de la personne afin d'orienter au mieux le bénéficiaire qui vient du coup demander soit pour faire une démarche, ou alors dans ce cas-là, parce qu'à l'accueil on peut donner aussi deux types de tickets. Donc un ticket vestiboutique qui permet du coup à ces personnes-là de bénéficier d'une tenue gratuite, justement, une chemise, un pantalon, une tenue gratuite donc tous les mois. Ils peuvent aussi avoir un ticket bain-douche. Donc le bain-douche sur le petit réseau qu'on vous a donné, c'est un service qui est situé juste à côté de notre bureau. Donc si elles le souhaitent, elles peuvent s'y présenter. Nous, on leur fait le ticket. Le ticket, du coup, est pour l'instant valable un mois. Voilà. Et puis après, juste à côté, donc il y a l'espace accueil dont je vous parlais pour ça, et il y a aussi l'espace permanence. Donc l'espace permanence, c'est vrai que quand on est à la rue, c'est vrai que des fois les personnes sont à la rue depuis un long moment. Les démarches administratives ne sont pas simples, et puis en plus, c'est vrai que de plus en plus de démarches sont dématérialisées, et donc l'accès à la technologie, au PC, au téléphone, etc., c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et donc, nous essayons de travailler aussi sur ces choses-là avec elles, afin de justement essayer de les aider à se remettre en ordre, de travailler notamment aussi du coup avec le réseau, essayer de les mettre en lien avec eux. Donc nous travaillons essentiellement parce que effectivement au niveau du petit réseau qu'on vous a donné, donc nous travaillons essentiellement avec le CPS, avec lequel on travaille beaucoup effectivement pour les adresses de référence, tout ça. Nous travaillons avec Citadel, donc du coup nous travaillons autour de la réduction des risques. Citadel est une petite institution qui est spécialisée autour des assuétudes. Donc il y a je vous parlerai après plus du détail l'après-midi de ce qu'on fait après. Et nous avons aussi des permanences. Donc je veux dire, au niveau des permanences, il y a aussi donc au niveau du réseau 2 infirmiers du relais santé qui viennent faire des permanences le jeudi matin. Donc ça c'est tout récent, ça s'est fait du coup depuis début janvier. Et donc pour les personnes on a pas mal de personnes d'origine étrangère qui n'ont pas forcément d'accès aux soins, etc. Et donc effectivement, si elles le souhaitent, pour avoir un premier lien, et puis même celles effectivement qui sont belges, mais qui ont quelques questions, qui ont quelques a priori, c'est pas toujours évident de demander de l'aide. Donc, mais on les oriente aussi dans ce cas-là vers le relais santé. Et c'est vrai que ça c'est un bon point aussi que nous avons avec. Et savoir que le relais santé fait aussi une permanence aussi le lundi après-midi à l'accueil de jour Bras Zéro qui est situé plutôt du côté de Saint-Brieuc. Donc ça c'était notre matinée. Au niveau de l'après-midi, donc comme je vous disais, le travail en réseau est important. Et donc le lundi après-midi, par exemple, nous travaillons avec une collègue qui a intégré le réseau également il y a peu, avec du coup une collègue infirmière de Citadel. Donc elle vient avec nous, et puis on va au niveau du coup de la ville, on se balade, façon de parler. On fait un zonage, on va à la rencontre des personnes, on essaie de tisser un lien avec eux, et on essaie de voir si elles n'ont pas des demandes quelconques, on essaie d'aller à leur rencontre. Parce que c'est vrai que il y a deux points qui sont quand même importants. C'est vrai que le matin, comme je disais, effectivement, ça se déroule dans nos bureaux. Donc il faut aussi se mettre dans la tête qu'effectivement, les personnes viennent franchir la porte dans nos locaux. Et par contre, l'après-midi, c'est un peu nous qui allons sur leur lieu de vie. Et donc effectivement, des fois, il faut aussi prendre en compte le fait que des fois, ça peut être intrusif. Et donc on essaie de garder ça en tête et de faire attention de pas, être trop intrusif, comme je disais juste avant du coup. Le mardi, du coup, je reviens avec les autres partenaires du réseau avec lesquels on travaille. Donc le mardi et le jeudi, on travaille donc avec un éducateur de Bras Zéro qui vient avec nous l'après-midi, et aussi du coup un collègue du relais santé également qui vient avec nous. Donc voilà. À savoir que effectivement, donc il y a quand même 2 temps importants. Nous voyons quand même par rapport à tout ça, c'est vrai que quand on parle de sans-abrisme, on pense souvent effectivement à la météo, les conditions climatiques qui ne sont pas toujours favorables. Et donc c'est vrai que par rapport à, notamment actuellement, nous sommes en plein PGF, donc le plan grand froid. Et donc avec le relais social, les collègues du réseau, tout ça, donc effectivement il y a un abri nuit supplétif qui a été ouvert en plus de l'abri nuit Oxydis qui existe toute l'année. L'abri nuit supplétif, donc c'est un abri nuit qui a été mis en place
pour le PGF justement par rapport effectivement au froid qu'il peut faire. Parce que c'est vrai qu'effectivement, malheureusement, avec le froid, on a connu il y a encore quelques semaines de cela des températures vraiment très froides, et encore actuellement, les nuits, voilà, faut quand même savoir tenir la nuit. Je pense que voilà, nous, déjà, l'après-midi, etc., quand il fait froid, c'est pas super joyeux. Alors, donc, pour les personnes qui sont dehors la nuit et qui n'ont pas forcément de place à la bonne nuit et qui essaient de se débrouiller, on se met à leur place, c'est pas évident. Et donc, par rapport du coup au PGF et donc le PGC, le plan grande chaleur, nous distribuons du matériel, nous recevons, nous répartissons avec les différentes structures du réseau. Donc, nous avons effectivement donc des gants, des bonnets, des cache-cou pour le plan en froid. Nous recevons de temps en temps des sacs de couchage aussi, donc nous essayons de donner, voilà, que les personnes n'ont pas de solution alternative, nous essayons de faire attention à ça. Et du coup, pendant le plan de chaleur, nous essayons de veiller, effectivement, à la distribution d'eau, parce que c'est vrai que voilà, il y a aussi, voilà, l'alcool est quand même pas mal présent en rue, et donc on essaie quand même de distribuer pas mal d'eau aussi avec la chaleur, afin que les personnes évitent de se déshydrater. On donne aussi donc des casquettes, de la crème solaire, etc. Et nous essayons d'inviter les personnes justement à essayer de se protéger, de se mettre à l'ombre le plus possible, et donc d'être le plus présent possible. Après, c'est vrai que voilà, ça reste un travail avec de l'humain, et donc un travail avec de l'humain, ça dit du coup un travail de long terme, un travail de longue haleine. On essaie, c'est un public qui bouge beaucoup. Ils essaient de se débrouiller. Et du coup, si par exemple, je parlais de la Brunu, si par exemple ils n'ont pas forcément de place ici à tourner, ils vont essayer peut-être de trouver une autre solution, une solution alternative ailleurs. Et donc, on croise aussi souvent des nouvelles têtes, et donc c'est ça aussi qui est assez riche. Et donc, c'est un travail vraiment de lien qu'on fait avec ces personnes-là, quoi. Donc voilà, je reviens sur, du coup, effectivement, j'avais oublié le petit point. Donc, comme je disais, on travaille autour de la réduction des risques. Donc, effectivement, on donne du matériel, aluminium, pipe, etc. Mais donc, avec le réseau, Citadel, le relais santé, et du coup, effectivement, les maisons médicales aussi avec lesquelles on travaille, on essaye de voir avec eux, du coup, d'effectuer, de mettre un projet, notamment le dépistage hépatite C. Parce que c'est vrai qu'effectivement, voilà, le traitement de l'hépatite, c'est vrai que c'est coûteux. Et donc, et nous essayons de voir, justement, avec ces personnes-là, du coup, avec les collègues, de mettre en place pour que les personnes qui ont besoin, si elles souhaitent se faire dépister et qu'elles souhaitent, par exemple, si, admettons qu'elles soient positives, dans ce cas-là, se remettre en ordre au niveau de la mutuelle, travailler une remise en ordre par rapport à ça. Et du coup, effectivement, une mise en place aussi d'un traitement de manière ultérieure, quoi. Et donc voilà, donc si vous avez éventuellement d'autres questions. Oui, bien sûr. Est-ce que vous occupez aussi des personnes mineures? Effectivement, c'est vrai que j'avais pas abordé ce point-là. Nous travaillons toujours, normalement, c'est avec des personnes majeures. Nous ne travaillons pas avec les personnes mineures. Les mineurs, effectivement, dans ce cas-là, nous orienterons vers d'autres services qui sont plus adéquats. Vous arrive-t-il que certaines personnes sans abri refusent votre aide et vous explique-t-il le pourquoi? Comme je disais juste avant, effectivement, voilà, il y a des personnes effectivement qui refusent notre aide parce que, comme je disais juste avant, c'est un travail, comme je disais, de longue haleine, et donc le travail, le contact, le fait de créer du lien avec eux, ça prend beaucoup de temps. Et donc, si par exemple nous rencontrons par exemple une première personne, ou alors, la première fois pour une personne, elle peut nous refuser notre aide, et dans ce cas-là, on va pas essayer d'être intrusif et on laisse nos coordonnées, etc. Si elles veulent nous voir par la suite, essayer de faire des démarches pour ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes, même quand on les connaît, qui n'ont pas forcément besoin d'aide, qui ne souhaitent pas en tout cas sur l'instant T. Et dans ce cas-là, voilà, elles savent où on est, elles ont l'information, donc elles peuvent toujours venir nous voir si elles ont besoin, quoi. Est-ce que vous avez déjà rencontré des problèmes avec les personnes que vous rencontriez lors de vos repérages? Les problèmes, non, pas vraiment en fait, parce que effectivement, c'est vrai que on a souvent des préjugés par rapport à ce public-là. Après, souvent quand il y a des problèmes, en l'occurrence, c'est souvent des problèmes qu'il y a, mais entre eux, donc pour X ou Y raison. Et donc effectivement, voilà, nous, par rapport à nous, on n'a jamais vraiment eu de problème, parce que voilà, on est là justement pour les aider, et bien au contraire, on n'est pas là pour justement faire quoi que ce soit contre eux. Donc, voilà.
Y a-t-il d'autres professionnels en soutien à votre mission, comme des psychologues, des infirmières? Comme je disais, effectivement, donc, au niveau, on travaille beaucoup en réseau. Donc, effectivement, donc, psychologues, infirmiers, etc. Donc, dans un premier temps, oui, il y a les infirmiers de santé dont j'ai parlé juste avant. Mais après, on travaille aussi avec les maisons médicales. Donc, s'il y a besoin, par exemple, d'une tierce personne, dans ce cas-là, pour au niveau santé, etc. Nous, en général, quand il s'agit d'une demande de santé, nous orientons toujours vers les infirmiers du relais santé qui, eux, font ensuite le suivi avec ces personnes-là, quoi. D'accord, donc merci beaucoup pour votre intervention. Alors nous allons poursuivre avec donc Monsieur Saïd Azaz qui va vous parler directement. Bonjour, bonjour à tous. Donc, moi je m'appelle Saïd Azaz et je suis venu aujourd'hui en tant que témoin du vécu. Parce que depuis le temps que je suis dans la lutte, dirons-nous, depuis le temps que je suis dans la lutte, j'ai plusieurs casquettes. Mais ici, je vais vous expliquer, je vais vous raconter un petit peu comment je me suis retrouvé ici devant vous, tout simplement. Avant 2013, j'avais une vie normale. J'avais un boulot, j'avais une femme, une maison. J'étais dans la société comme tout un chacun. Et après ma séparation, en 2011, une séparation, ça peut arriver à n'importe qui, j'ai pris un appartement et 1 an et demi après, j'ai été victime d'un incendie. J'ai tout perdu. Du jour au lendemain, je n'avais plus rien. Et donc, j'ai de la famille, j'ai des amis. Le temps que je résolve mon problème, je vous avoue qu'un incendie, c'est pas facile. C'est un choc, surtout quand on perd tout. Le temps que je résolve mes petits problèmes, il a fallu un peu plus d'1 an et demi pour régler mes problèmes. La commune dans laquelle j'habitais, j'ai été victime d'une petite erreur administrative. Donc, au fait, l'appartement qui a brûlé, après le passage des experts, pour voir si on pouvait réhabiter dedans, leur avis c'était négatif. Donc, j'ai dû changer d'adresse, pris une adresse provisoire, le temps que je trouve un logement fixe. Ça s'est passé sur 8 mois. Il y a eu une erreur administrative, on m'a radié. Donc, au fait, une radiation, ici en Belgique, tous vos droits garantis par la Constitution, vos droits élémentaires, dépendent de quoi? Ça ne dépend pas d'une carte d'identité. Il y a plein de gens qui ont des cartes d'identité, mais qui n'ont pas de droits. Ça dépend de l'enregistrement dans un registre de la population d'une commune du royaume. Chaque commune du royaume a 3 registres. Le registre de la population, le registre étranger et un registre d'attente. Dans mon cas, je devais être dans le registre d'attente, puisque ma situation, elle était provisoire. Mais la commune m'a radié. Le fait qu'une commune vous radie, la commune n'a pas obligation de vous avertir de votre radiation. Deuxième problème ici en Belgique. Entendons-nous bien. Premier problème, tous vos droits élémentaires sont conditionnés à un enregistrement dans un registre de la population d'une commune belge. Étant donné que j'ai été radié sans en être averti, quand j'ai voulu reprendre ma nouvelle vie, donc ça s'est fait en 2015, j'ai décidé de quitter la région. J'étais dans le Borinage, j'ai décidé de partir à Liège et de refaire ma vie là-bas. Quand je suis arrivé à Liège, j'ai été prendre un appartement. Quand j'ai été à la commune pour m'enregistrer, pour dire j'habite là,
c'est là qu'on m'a dit, ben, monsieur, au fait, ça fait 2 ans que vous êtes radié. Et comme je suis étranger, j'ai toujours vécu ici en Belgique, je suis arrivé à l'âge de 3 ans, mais voilà, je suis resté marocain, mais voilà. C'est comme si j'arrivais de l'étranger. C'est comme si je me suis retrouvé sans papier. Donc, sans droit, sans papier. Voilà. En plus, c'était en 2015, quand j'ai voulu demander ma nouvelle carte d'identité, on m'a dit, mais quand vous êtes étranger, il faut que ça passe par l'Office des étrangers. L'Office des étrangers, on était en 2015, il y avait des tas de gus qui partaient en Syrie et tout ça, faire le djihad et tout ça. Donc moi, on m'a dit, ben, écoute, t'as disparu terre à terre pendant 2 ans, alors que j'ai pas quitté le sol belge. On m'a dit, ben, prouve-nous que tu es toujours resté ici. Donc je me suis battu jusqu'en 2017. En juin 2017. Donc de 2015 à juin 2017, j'étais sans papier, sans droit. Quand je suis arrivé à Liège et que je me suis rendu compte de ma situation, je me suis dit quoi, du jour au lendemain, ça peut arriver à moi qui suis étranger. Au fait, je me suis rendu compte que non. Autour de moi, il y avait des tas de Belges qui étaient encore pires que moi. C'est là que j'ai compris qu'au fait, il y avait un grave problème ici en Belgique, c'était que tous vos droits sont conditionnés à un enregistrement dans le registre de la population. Donc, parallèlement à ça, j'ai décidé de m'engager pour régler mes problèmes, mais j'ai aussi décidé que je passerai ma vie, le restant de ma vie, pour que, ici, en Belgique, on change les lois, pour que vos droits ne soient plus conditionnés à un enregistrement dans un registre de la population, mais qu'ils soient conditionnés à votre numéro national. On a tous un numéro national ici. On l'a à la naissance. Et on le perd, donc le numéro national, il est créé avec un acte de naissance. Et il est radié, il est supprimé avec un acte de décès. Et durant toute votre vie, peu importe ce que vous faites, vous gardez ce numéro national. Donc, moi, avec le Front, avec d'autres personnes, on essaie de convaincre le législateur pour qu'il y ait un changement fondamental par rapport à ce processus, où nos droits fondamentaux ils sont garantis uniquement par un enregistrement. Et ça, c'est pour ça qu'il y a des tas de gens qui sont à la rue, qui n'ont plus aucun droit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de domicile. Mais en fait, quand on parle de domicile, c'est pas un toit sur la tête. C'est pas ça. À la limite, ils n'en ont rien à faire, les gens, que vous ayez un toit sur la tête. Ce qui va conditionner vos droits, c'est cet aspect, c'est ce processus d'enregistrement de la population. C'est ça qui va faire que vous allez avoir vos droits ou pas. Et c'est pas un toit sur la tête. Le problème, c'est que pour pouvoir être enregistré dans une commune, il faut avoir un domicile, un agent de quartier qui va passer, constater que vous habitez bien là, et seulement après dire à la commune, oui, effectivement, ce monsieur-là, il habite bien là, alors à ce moment-là, on vous enregistre. Ça, c'est rien qu'un processus. Mais le fondamental, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Gardez bien ça en tête, et tout le mal que je vous souhaite, c'est que à chaque fois que vous en discutez par rapport à la problématique du sans-abrisme, dites-vous bien qu'il y a des tas de gens qui sont sans abri, sans droit, uniquement à cause de ça. Si déjà on s'occupe de ça, il y aurait au moins les 3/4 des personnes qui sont sans droit, en fait. Ils récupéreraient leurs droits tout de suite. Tout de suite. C'est pas un problème de logement. La crise du logement, c'est pas le problème. Ici, on est en Belgique. La Belgique est un des rares pays dans le monde où plus de 70% de la population sont propriétaires. Alors venir me dire qu'il y a des crises de logement, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, une fois, on a fait des statistiques, on a pu voir qu'on pouvait loger 2 Belges et demi avec tous les logements qu'il y a ici en Belgique. Donc encore une fois, la problématique du sans-abri, c'est pas le logement. C'est une affaire de droit. Pour en revenir à moi, à partir de 2015, je me suis engagé. Je me suis engagé au Front commun des SDF. C'est un syndicat, c'est le seul syndicat national fait pour et par les SDF.
avec ou sans papier. Je me suis engagé au DAL, au droit au logement. Parce que le droit au logement, c'est aussi un droit garanti par l'article 23 de la Constitution belge, où toute personne a droit à un logement et d'y pouvoir s'épanouir. Qu'est-ce que ça veut dire s'épanouir? Ça veut dire que la forme d'habiter, elle t'est personnelle. Si tu as envie de vivre dans une caravane, et que c'est là-dedans que tu t'es épanoui et que tu es heureux, pourquoi pas? Si tu es un nomade urbain, quelqu'un qui a un sac à dos, qui a une tente, et qui dit, bon, moi, je veux vivre comme ça, un nomade urbain, une fois je suis là, une fois je suis là, une fois je suis là. Pas de problème. Nous, on défend ça. On défend le droit. Mais problème de quoi? L'enregistrement de la population. L'enregistrement à un registre de la population dans une commune. Ça fait qu'on vous oblige à être fixe quelque part. Par contrôle. Parce que le but du jeu, c'est quoi? Puisque la liberté de mouvement, la liberté de disposer de soi-même, moi je fais ce que je veux sur le territoire. Je peux aller où je veux. Certes, sauf mes droits, là non, si je veux garantir mes droits, je suis obligé d'être fixe quelque part. D'être repéré dans les radars. Et là, ça ne va pas. On en revient au droit d'habiter, l'article 23 de la Constitution. Qui veut vivre en communauté? Il a le droit. Mais il faut que le droit lui permette. C'est pour ça qu'on s'est battu pendant très longtemps. Et il y a 2 ans, M. Collignon, ministre du Logement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a accédé à notre demande et a permis justement de créer des bails de colocation, par exemple. Ça veut dire que toute personne qui veut vivre dans un même toit, mais qui ne partagent pas de lien de parenté, par exemple, comme les étudiants, vous savez, qui sont en colocation. Sauf que la plupart des étudiants, ce n'est pas leur domicile principal. Leur domicile principal est bien souvent chez leurs parents, et donc leurs droits ne sont pas constitutifs à là où ils habitent. C'est aussi une forme de liberté. Et ça aussi, on doit pouvoir le faire ici en Belgique. Si vous réfléchissez bien, la forme d'habiter, elle intervient dans les ressources qu'on a. Il y a des tas de personnes qui sont sans abri, qui peuvent s'en sortir si on permettait aux personnes de vivre à plusieurs dans un même endroit. Je vous dis ça parce que moi j'ai vécu là-dedans. De 2015 jusqu'à encore aujourd'hui, je suis responsable du seul habitat autogéré de Belgique où on accueille des sans-papiers. Pourquoi? Parce que ces sans-papiers, ils n'ont aucun droit. Ça veut dire que même s'ils travaillent, qu'ils gagnent de l'argent, ils ne peuvent pas aller faire un bail. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de papier. Et le fait de vivre en communauté, le fait de vivre à plusieurs dans un seul endroit, ça coûte moins cher pour les gens. Mais le problème, le droit. En fonction de qui vous paye, de quelle instance vous dépendez pour vos ressources, que ce soit la mutuelle, le chômage, le CPS, ou même si vous travaillez, ça va être tributaire, ça va dépendre sur quel statut on va vous mettre. Beaucoup de gens, par exemple, ils disent « Moi, je ne veux pas vivre avec quelqu'un parce que sinon je vais être considéré comme cohabitant. » Et donc, le fait de dire « On va vivre ensemble parce que ça coûte moins cher », ben, en fait, on est pénalisé. On est pénalisé sur Belgique. Et là, on revient dans une autre lutte qui est la suppression pure et simple du statut de cohabitant. Vous voyez que tout est lié. On ne peut pas parler du problème, du phénomène du sans-abrisme en disant ben voilà, moi je vois le sans-abrisme par rapport, comme le collègue ici, il le voit par rapport à son travail de terrain. Voilà. Mais en fait, non, tout est lié. Et si vous voulez vous engager pour vous battre, pour essayer de changer les choses, pour essayer d'un petit peu modifier les choses, un temps soit peu pour que voilà, il y ait de l'espoir. À ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qu'on constate? Il faut se battre sur plusieurs niveaux de pouvoir. Et
on se retrouve, c'est pour ça que mon engagement s'est retrouvé à être au niveau local en premier, au niveau de la commune, au niveau régional, au niveau de la région Wallonne, et après au niveau fédéral. Pourquoi? Parce que c'est comme une pizza, enfin, c'est comme une lasagne, c'est plusieurs couches. Et ici, la Belgique a une spécialité, c'est de venir mettre des couches. À chaque fois qu'il y a un problème, on vient régler en sortant quelque chose, mais sans régler le problème structurel au niveau de la source du problème. On vient simplement mettre, comme on dit, un sparadrap sur une jambe de bois. Alors après, on s'étonne que le sans-abrisme ne fait qu'augmenter. La précarité ne fait qu'augmenter. Et on vient, on donne un coup d'argent, on permet à des assos de venir aider, de venir ceci, de venir cela. Mais au fait, on ne règle pas le problème. Le problème, il est structurel, il est, encore une fois, je le répète, au niveau du droit. Les intervenants, le ministère de l'Intérieur, fédéral, parce que c'est eux qui gèrent les registres de la population du royaume. Chaque commune n'est que le gestionnaire. Mais ça dépend du ministère de l'Intérieur. Le logement, qui dépend du droit du logement, qui est une affaire régionale. Et ensuite, les biens, l'immobilier, les bâtiments vides. Et là, c'est du niveau local. Tout ça pour vous dire que mon engagement, il a dû se faire sur plusieurs niveaux. Donc, au Front commun des SDF, le DAL, le droit au logement, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. On est d'accord? Et aussi, on se bat pour essayer de créer partout des syndicats de locataires. Parce qu'ici, les propriétaires sont représentés, ils ont des syndicats de propriétaires. Mais qui connaît un syndicat de locataires? Il y en a un. Il existe à Bruxelles, c'est José Garcia, c'est pas l'acteur, mais voilà, c'est un des rares à s'engager et à défendre les droits des locataires en forme syndicat. On en revient au sans-abrisme. Mon engagement au sans-abrisme depuis 2015, c'est avec Jean Peters, qui est le président du Front commun SDF. Et notre lutte générale, notre cheval de bataille, c'est l'adresse de référence. Pourquoi? On en revient au problème de base. L'enregistrement au registre de la population. Donc si tu n'es pas enregistré, tu n'as aucun droit. Alors comment faire pour qu'une personne, au moins, puisse avoir ses droits, sans avoir un toit sur la tête? Et là, on a été rechercher un outil qui existait depuis longtemps. C'est l'adresse de référence. Cet outil avait été créé à l'époque pour qui? Pour les diplomates, pour les militaires, pour les étudiants. Ce sont des personnes qui, à un moment ou à un autre dans leur vie, doivent se déplacer, doivent partir de la Belgique, par exemple. Alors, comme la Belgique, il y a une loi qui dit que si tu sors de la Belgique pendant 6 mois et 1 jour, tu perds tous tes droits. On t'en a dit. Que tu sois diplomate ou que tu sois même le Premier ministre. Si tu veux garder ta carte d'identité et tes droits, 6 mois et 1 jour, on te l'a dit. Donc, pour permettre à ces personnes qui travaillent à l'extérieur et qui doivent garder leurs droits en Belgique, on a créé cet outil adresse de référence. D'autres exemples qui utilisent l'adresse de référence, les personnes les gens du voyage, les forains, vous habitez ici, vous avez l'ESCO, les personnes qui travaillent dans les péniches, qui doivent partir pendant des mois et tout ça. Mais comment faire pour qu'ils gardent leurs droits? Vous avez une affaire de droit et une affaire ici en Belgique, toute personne a droit à son courrier. Le courrier, c'est un droit constitutionnel. Donc, comment faire si tu n'es pas fixé quelque part pour qu'on te communique quelque chose?
Si tu veux t'en sortir, tu vas demander de l'aide du CPS. Le CPS, il faut quand même qu'il t'envoie un courrier, une convocation, il l'envoie où? Ces personnes qui n'ont pas... comment on fait? Et donc, on a été chercher, après 89, donc la dépénalisation, la décriminalisation du vagabondage. Ça, c'était la première lutte. Le fait d'être SDF, tu es criminalisé. On t'a arrêté. Parce que tu es vagabond. Ça a été enlevé. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour donner des droits à une personne qui n'est pas fixée? Et là, on a été chercher cet outil, adresse de référence. C'est quoi une adresse de référence? C'est une adresse administrative, mais qui est vérifiée par la commune. Hein. Donc il y a un document du ministère de l'Intérieur, on remplit, voilà, on demande une adresse de référence, et cet élément va vous donner les droits comme une carte d'identité, sauf que vous n'habitez pas. Donc vous pouvez continuer à être normal si vous voulez, mais vous avez vos droits. On a été chercher cet outil qu'on a mis à disposition des personnes sans abri. Et d'abord, pour qu'ils puissent avoir des ressources. Donc les premiers à utiliser ça, c'est au CPS. Pour qu'on puisse donner des ressources à une personne, puisque, que dit l'article 23, l'article 23 de la Constitution, toute personne qui a droit à un logement. Mais le CPS, il a été chercher cet article 23 pour dire, écoutez, si une personne n'a pas les ressources pour pouvoir avoir son propre logement, on va lui faire une adresse de référence, comme ça il pourra avoir un RIS par exemple, et avoir les ressources pour pouvoir avoir son propre logement. Donc, l'adresse de référence, la lutte, et c'est M. Jean Peters qui va mieux vous expliquer tout ça et se présenter. Je vous remercie. Un grand merci Saïd en tout cas de nous avoir partagé votre expérience. On va maintenant se connecter avec Monsieur Jean Peters, qui est, je vous le rappelle, le président du Front commun des SDF. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Oui, je suis là. Donc voilà. Donc bonjour à tous, une nouvelle fois. Donc je vous prie d'accueillir Monsieur Jean Peters qui va vous parler. Donc comme Saïd Haddad l'a dit, des adresses de référence. Donc la parole est à vous, allez-y. Merci beaucoup. Ok, nous restons en ligne. Pardon? Je reste en ligne et vous me dites quand je dois commencer à parler. Ah mais vous pouvez y aller, c'est à vous. Ah, c'est à moi maintenant? Oui, allez-y. Ok, je vous donne toutes mes excuses pour avoir raté cet un petit peu Radio Biden. Tout doucement, avec l'âge, on perd le temps. Alors voilà, donc ici, s'il s'agit de personnes sans domicile, il faut savoir que ici en Belgique, tous nos droits en tant que Belges, sont liés à un domicile fixe. Ça veut dire que géographiquement parlant, il faut pouvoir vous trouver quelque part, parce que ainsi, des bandits, ça c'était la loi napoléonienne de 1891, qui a été appliquée à la Belgique pour pouvoir mettre la main sur les brigands. Et donc, ce qui veut dire que si vous n'avez pas de domicile, vous êtes considéré comme un brigand, et donc il faut pouvoir mettre la main sur vous. Ça, c'est ce qu'on appelle la domiciliation. Et jusque dans les années 92, effectivement, toutes les personnes sans domicile belge, eh bien, ils étaient emprisonnés à Merxem ou à Saint-Hubert. Hein, c'est là qu'ils étaient emprisonnés parce que sans domicile, hors la loi. Et c'est seulement dans les années 90-91 c'est surtout ATD Calmont qui a travaillé, qui a lutté pour ça et qui a réussi à faire sauter cette loi du vagabondage. Et à partir, je pense que c'est dans les années 92 que la loi sur le vagabondage a été abrogée. Et ça a été fait par une association, ATD. Mais pas d'après, tout à fait. Ben non, en conséquence de ça un petit peu, là, ce sont les personnes eux-mêmes, les sans-domicile eux-mêmes, qui ont commencé à se révolter.
Parce qu'ils disaient, oui, mais c'est très bien, hein, on n'est plus des bandits, mais seulement on n'a plus aucun droit. On n'a pas de domicile, et donc on n'a pas de carte d'identité, on déchire notre carte d'identité, on n'a pas droit au chômage, on n'a pas droit à un héritage, on n'a pas droit à une carte à une mutuelle, on a droit à rien du tout, on n'a même pas le droit de vote, alors qu'on est 100% belge. Et c'est là que, dans les années 92-93, qu'il y a toute une révolte qui s'est faite à partir d'une bande, on était quoi, une trentaine de sans domicile. Moi, j'avais un domicile, mais il se fait que dans ma jeunesse, j'ai été pendant 2 mois par hasard sans domicile. Et là, c'est comme ça que je me suis trouvé, et donc sans droit. Et c'est ainsi que j'ai marché en front avec eux. Hein, et ça a été ce qu'on appelle à Bruxelles, on a appelé ça la cavalcade des SDF dans les rues de Bruxelles. Et effectivement, c'est le petit José qui a été volé des tentes comme un Médecins sans frontières, des grandes tentes. Il y avait 3 grandes tentes, et ces 3 grandes tentes-là, on les a installées chaque fois pendant 1 mois devant une dizaine de CPS de Bruxelles, avec de temps en temps des conférences, des envahissements des bureaux des ministres, de l'Union des villes et communes, et puis de CPS, etc., pour essayer de débloquer les histoires. Et finalement, je me souviens qu'un jour, on a eu une rencontre, même avec le responsable de la police à Bruxelles, non, au niveau fédéral, qui a dit que c'est interdit de déchirer une carte d'identité, c'est interdit de couper une carte d'identité. Bon, heureusement, il y a Freddy qui était là et qui dit, bah oui, ben, moi, mon policier, il a coupé ma carte d'identité en 2. Et le ministre qui répond, ah oui, mais ce n'est pas une confiscation, c'est une rétention administrative, puisque vous n'avez pas de carte d'identité. Et donc, toute cette guerre-là, finalement, on a réussi à envahir tout un château, le château de Solitude, un magnifique château qui s'est situé à la bordure de la forêt de Soigne, et on était certainement une centaine dedans, avec un tas de difficultés, ça c'est vrai, mais au moins pendant toute une année, il y avait régulièrement des conférences de presse, il y avait régulièrement des réunions. On a eu des réunions avec des sans-domicile au niveau international, et c'est là que, en plus des gens qui venaient de Namur, de Liège, certains de Arlon, il y a eu aussi des Flamands qui sont venus nous trouver. Parce qu'eux aussi, ils avaient la même difficulté, c'est que pas de domicile, ça veut dire aucun droit, vous n'existez plus, vous n'êtes plus belge. Ah si, avec nous, il y avait un homme belge, un sans-papier, un Africain, un Brazzavillois, on l'appelait, c'est une boule de neige. Et en fait, c'est grâce à toutes ces actions-là, et finalement, une grève de la faim, et surtout, ce sont les médias, télévision, radio, etc. C'est surtout tout ça l'alerte au niveau de toute la population belge qui a fait pression. Et finalement, dans les années 97, on a eu ce qu'on appelle la loi, la circulaire sur l'adresse de référence. Ça veut dire que si quelqu'un qui est belge ou étranger en séjour légal et qui n'a pas de domicile, qui n'est pas domicilié quelque part, eh bien, il doit être domicilié au CPS de la commune, là où il se trouve. Alors, ou bien, comme une partie de son domicile, ou bien il est à la rue, dans des gares, ou dans la rue, ou bien dans des parcs, dans des garages, des choses comme ça, ou bien comme les deux tiers des personnes sans domicile aujourd'hui, on les appelle les sans domicile invisibles, parce qu'ils ne sont pas à la rue, évidemment. Hein, si quelqu'un d'entre vous perd son logement, il va pas aller à la rue, hein. Il va aller loger chez une copine, ou bien chez un frère ou une sœur, mais sans se faire domicilier à cause de la cohabitation, composition de ménage et difficultés pour les dettes, évidemment. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu cette adresse, ce qu'on appelle adresse de référence. Et si vous êtes, pour qu'une personne sans domicile puisse être domiciliée au CPS, il faut qu'il soit reconnu comme sans domicile, donc être radié de
son ancien domicile, ce qui fait des complications. Deuxièmement, il ne doit pas avoir de revenus suffisants. C'est à peu près dans les 1200, 1400 euros par mois pour se payer un logement privé. Mais il faut tenir compte des dettes. C'est clair que si vous avez 1500 et que vous avez 300 de pension alimentaire, bien vous êtes dans la possibilité. Et donc, il va avoir 18 ans, être belge ou bien étranger en séjour légal. Voilà, ça c'est la... Et alors, il a fallu, par après, encore au moins 6 ans pour que cette loi soit appliquée dans toute la Belgique. On a dû faire des actions dans les CPS, je me souviens aussi bien à Arles, à Bastogne, à Verviers, à Malines, à Leuven, à Anvers, à Gand. On a dû aller tout partout pour que ça soit appliqué. Et maintenant, pratiquement, c'est toujours, sauf certaines difficultés, c'est relativement appliqué. Ça, c'est une première chose. Et donc, nous avons fait des flyers pour expliquer un peu l'histoire. Nous avons des flyers qui nous expliquent, qui expliquent un petit peu. On en a déjà distribué des milliers. Ensuite, il y a aussi le guide des sans-domicile. Ça, c'est le guide des sans-domicile qui aussi est distribué gratuitement. Et je les enverrai à la page 4, vous avez le lieu où vous pouvez l'avoir gratuitement. Alors, aujourd'hui, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est surtout sur non, pas aujourd'hui, il y a plus de 10 ans déjà qu'on travaille dessus pour la prévention du sans-abrisme. On est allé déjà au niveau du Parlement bruxellois pour la prévention du sans-abrisme. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire en sorte que les gens trouvent du logement, mais aussi il faut pouvoir prévenir. Et finalement, il a fallu 10 ans, finalement, il y a ce qu'on appelle ici à Bruxelles le master plan. Et le master plan, ça a été en 3 jours complets. Premier jour, voir est-ce que les gens perdent leur logement et où sont-ils. Deuxième jour complet, pourquoi ont-ils perdu leur logement. Et le troisième jour complet, quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre. Alors actuellement, c'est fini, c'est en discussion, et ça va remonter au niveau du Parlement pour prendre les décisions. Par exemple, des décisions, ça serait que dès qu'un propriétaire attaque son locataire en justice parce qu'il n'a pas payé ou bien parce qu'il fait du bruit, etc., eh bien, dès qu'il y a une accusation, directement, le juge de paix prévient le CPS. Comme ça, le CPS doit rendre une visite, pas seulement inviter, pas seulement déposer une lettre en disant vous êtes invité, non. Allez voir sur place la personne pour voir comment ça se passe. Même chose en cas de surendettement. Et alors, une autre mesure, c'est que lorsque maintenant il y a des difficultés, lorsque maintenant le locataire est mal logé par son propriétaire, eh bien que la police puisse prendre certaines décisions. Il y a comme ça une quinzaine de... Ça se trouve sur le master plan. Vous pouvez taper master plan Bruxelles et là vous allez trouver toutes les informations. Et alors le troisième point sur lequel nous sommes aujourd'hui, donc après l'adresse de référence, c'est le master plan pour la prévention du sans-abrisme. Je ne sais pas tourner ce qui se passe. Ah tiens, oui, c'est vrai, ce que nous faisons aussi de temps en temps, ce sont interpellations à la commune. Ça, c'est un très bon truc. Et on a déjà fait plusieurs fois, Liège, Bruxelles, Charleroi, très intéressant. Préparer une intervention au conseil communal. Il y a tout un travail, il faut bien préparer ça. Nous, on a fait des flyers. On a fait des flyers là-dessus pour bien expliquer comment faire l'intervention sur le nombre de logements inoccupés. Est-ce que oui ou non, ils sont taxés? Comment sont-ils taxés? Qu'est-ce qu'on fait avec les taxes?
Ça, c'est tout un travail un travail très intéressant et qui porte ses fruits. Et donc, pour en terminer, actuellement, depuis un mois, pratiquement, on vient de se rendre compte qu'il n'y a pas seulement les Belges qui ne connaissent pas leurs droits parce qu'ils sont sans domicile, mais il y a aussi les sans-papiers qui ne connaissent pas leurs droits. Oh, ils ont des droits, les pauvres malheureux. Ils ont des droits, mais ils ne les connaissent pas. Ils ont peur. Ils ne savent pas que, en cas d'accident de travail, même si le patron n'a pas d'assurance pour le travail, même s'ils font du travail au noir, même s'ils sont illégaux, eh bien, en cas d'accident de travail, ils peuvent être couverts par une assurance. Ça, ils ne le savent pas. C'est l'assurance qu'on appelle FEDRIS. Il suffit d'aller sur Internet, FEDRIS, F-E-D-R-I-S. L'assurance FEDRIS qui prend en compte ces cas-là. Et alors, toute dernière chose, c'est que on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 11 000, ils sont presque 11 000 esclaves modernes. Aujourd'hui, en Belgique, tous les sans-papiers qui sont exploités, parfois qui sont licenciés après 3 semaines sans être payés, qui sont payés à des 5 à 10 euros de l'heure, ou qui sont malmenés, qui sont en mauvais état, et ils ont très peur de dénoncer, de rouspéter parce qu'ils sont sans papier. Or, il y a 2 syndicats qui peuvent les défendre. C'est le syndicat, le FGTB et la CSC, qui ont une cellule spéciale. Et en plus de ça, j'ai trouvé, voilà, c'est Orca. Orca, le voilà. D'accord, merci Monsieur Peters. Ça, c'est un organisme spécial. Il faut taper sur Internet www.or.c.asbl. Et là, vous avez tous les renseignements avec firmware. Et c'est incroyable les possibilités qu'il y a pour des sans-papiers qui travaillent au noir pour pouvoir se défendre et accuser le patron en cas d'injustice. Un grand merci pour votre participation, voilà, Monsieur là, Peters. j'en suis maintenant. Je regrette de ne pas pouvoir être avec vous, mais si Saïd me transmet une adresse, je veux bien vous envoyer tout un paquet de flyers comme ça. D'accord. Vous voyez quelques Vous m'entendez? livres qui sont ici, et même, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, les 30 ans de plat du fond, il faut pour ça une adresse. Voilà, s'il y a des questions, allez-y, parlez fort. Vous avez été très clair durant votre témoignage. Je n'ai pas de questions supplémentaires, mais en tout cas, on vous remercie du fond du cœur pour votre participation et pour toutes les informations que vous nous avez fournies. Voilà, les téléspectateurs vous disent merci. Et on va vous laisser maintenant, et vraiment un très grand merci pour votre participation et toutes les informations que vous nous avez partagées. Ok. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Merci à vous. Ah non, c'est pas Donc merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez quelques questions à nous poser peut-être ou à poser à nos intervenants présents aujourd'hui? Non? Oui, Jordan? Justement, par rapport à c'était bien la ville de tournée dans laquelle je travaillais. Tu parlais d'une ville de 5, mais est-ce que 5 c'est un chiffre qui vous semblait justifié? Est-ce que c'est un sous-effectif? Comment ça fonctionne? 5. Non, c'est pas forcément un sous-effectif. On est une bonne petite équipe. Puis après, comme je disais juste avant, le travail en réseau, on travaille beaucoup aussi avec du coup, Brasero, etc. Et du coup, effectivement, il y a une bonne communication avec les différents services. Et donc, effectivement, je pense pas qu'on soit en sous-effectif. Après, bien sûr, effectivement, il y aura toujours des personnes qu'on touche pas, et donc c'est un public effectivement qui sont assez nombreux. Mais ça, effectivement, voilà, on essaie de faire au mieux. Mais je pense qu'on est quand même un bon petit groupe et
et en nombre suffisant. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser à nos intervenants ou à nous-mêmes? Oui, monsieur Denis. Quand on aborde donc cette thématique-là, la question qui revient souvent aussi, c'est comment nous, au quotidien, quelle attitude adopter, comment on peut aider, comment on peut soutenir, comment on peut... Alors, il y a tout ce côté, on a entendu, politique, revendication, engagement. Mais je sais aussi qu'il y a des préoccupations au quotidien. On rencontre des personnes qui sont sans abri, on les voit dans la rue, on les croise le matin à la gare. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, hormis l'engagement qu'on pourrait prendre, et ça c'est un engagement qui peut être à la fois collectif ou individuel, c'est l'engagement de chacun aussi. Mais parce que je sais que ayant eu déjà, on a déjà abordé ce type de thématique des années précédentes avec les étudiants, et c'est souvent ce qui remet. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, c'est un peu la question. D'accord. Donc, je vais passer le micro à Saïd pour qu'il puisse répondre. Dans l'engagement individuel, il y a plusieurs niveaux d'engagement. Ça dépend aussi des sensibilités des gens, et primo de leur sensibilité, et surtout de leur pouvoir. Le pouvoir. Plein de gens j'ai envie de faire, mais je ne peux pas. J'ai envie de faire, mais je ne sais pas quoi faire. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'abord de commencer autour de soi. Là, Jean Dorto, il en a parlé. La prévention du sans-abrisme. Qu'est-ce que c'est que la prévention du sans-abrisme? On parle de quoi, en fait, ici? On parle pas de caisse à savon, hein. On parle d'être humain. En fait, on est des êtres humains. Les problèmes, c'est des problèmes d'être humain. Donc, la première des choses, c'est peut-être un sourire. La chose qui coûte le plus cher qu'on a, qui est vraiment la plus grande valeur, c'est quoi? C'est notre temps. Chaque seconde qui passe, fini. Bye bye. L'heure que je passe ici avec vous, je pourrais très bien être ailleurs, hein, mais une fois qu'elle est passée, c'est passé. Et c'est comme ça, c'est le dénominateur commun entre nous tous. Le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? On s'arrête. On prend un moment simplement. C'est ton travail d'ailleurs. Ce que vous faites, vous offrez la chose qui a le plus de valeur à un inconnu. Avec un sourire, un échange, une discussion. Et ça, c'est déjà beaucoup. Donc effectivement, enfin, comme dit Saïd, c'est un travail au quotidien. Et donc, ça, comme dit, enfin, voilà, on reste tous des êtres humains, et eux aussi. Et donc, c'est vrai qu'au quotidien, je suis donc éducateur depuis plus ou moins 3 ans maintenant. Et avant de faire cela, j'avais fait un stage du coup à la Bonne-Nuit. Et donc, j'ai voulu faire un stage dans ce milieu-là parce que voilà, pareil, je partais avec pas mal de préjugés et j'avais envie de voir si ces préjugés, étaient valables ou non. Et donc, effectivement, finalement, je m'étais fait effectivement pas mal d'idées et c'est quand même une expérience qui est très riche. Chacun nous apprend beaucoup avec son vécu et donc, comme il dit, Saïd, le vécu et prendre le temps d'écouter, des fois, c'est hyper important parce que c'est vrai que ce n'est jamais simple. Après, voilà, on va pas dire que, si par exemple une personne fait la manche et voilà, on sent qu'elle ne souhaite pas échanger, parler avec nous, ne serait-ce que un petit bonjour, c'est déjà ça. Ne serait-ce qu'un petit mot, un petit sourire, c'est le plus important déjà. C'est de l'humain et donc on travaille avec les émotions, le cœur et donc tout ça.
Donc, merci beaucoup. Donc, je vous demanderai d'applaudir nos intervenants qui sont venus aujourd'hui. Merci. Et donc, un dernier point par rapport aux actions que vous pourrez mettre en place, vous allez peut-être être inspiré à travers les ateliers auxquels vous pourrez assister dans les petites bulles, l'espace bubble. Et donc, nous vous invitons à y participer et on se donne rendez-vous dans cette salle même à 12h30 afin de faire un petit récap et pour être sûr que l'objectif de cette conférence aura été atteint. Donc voilà, comme Janelle vient de le dire, nous vous invitons à passer dans l'espace bubble. Vous pouvez laisser toutes vos affaires ici pour ne pas vous être encombrés. De toute façon, comme Janelle l'a dit, on revient ici à 12h20 pour justement le petit débriefing. Et si vous avez encore des questions-réponses, vous êtes en effet les bienvenus à participer aussi à notre petit atelier interactif. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup de votre temps et merci beaucoup d'être ici parmi nous.